Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 100% Sénat, direction l'hémicycle ce matin pour suivre le débat sur le projet de loi de finances où les sénateurs continuent d'examiner le budget de l'éducation nationale. Ce week-end, ils ont voté pour la suppression de plus de 4000 postes d'enseignants. On écoute ensemble la suite des débats. Voici un budget historique. En effet, après plusieurs décennies et même plus d'un demi-siècle d'hégémonie budgétaire, l'école n'est plus au premier rang des dépenses de la nation, désormais supplantée par les crédits de la défense, si le budget va au bout. Il faut remonter aux années 1960, âge d'or du gaullisme triomphant, pour voir les dépenses militaires devancer le budget de l'enseignement, entre l'épilogue du conflit algérien, les vents mauvais de la guerre froide et la volonté de se doter d'une carapace nucléaire. Mais un invité regrettable s'impose sur la deuxième marche du podium budgétaire. L'anaconda de l'endettement qui ne cesse de priver notre État d'oxygène financier. Le remboursement des intérêts de la dette dépassera ainsi en 2026 nos dépenses éducatives. Triste constat à ne pas minorer. Néanmoins, le budget consacré par l'État à son école n'a jamais été aussi élevé. Plus de 64 milliards et demi d'euros, en hausse de 0,3%, soit 200 millions d'euros. Souvenons-nous qu'en 2019, le budget de l'enseignement scolaire était de 52,3 milliards d'euros, soit une hausse de 18,8%. En ajoutant le casse-pension, autrement dit la participation au financement des retraites, on arrive à plus de 89 milliards d'euros. Le contexte de cet exercice budgétaire est aussi marqué par une problématique démographique inquiétante, inédite et qui ne cesse de s'aggraver. Notre natalité, comme celle de tous les anciens pays industrialisés, est en effet entrée en hibernation. En 2010, la France avait accueilli 833 000 berceaux joyeux. En 2024, ce chiffre est tombé à 663 000. Ce n'est plus une baisse, c'est un effondrement, surtout depuis 2022, avec des conséquences inévitables en termes d'effectifs scolaires. À la rentrée 2025, on a enregistré 109 000 élèves de moins. L'an dernier, c'était 100 000 et l'an prochain, la chute sera de près de 140 000. Troisième élément de contexte à mettre en exergue, la crise du recrutement des enseignants, de l'attractivité du métier. Parce que leur mission est de plus en plus difficile, les élèves de moins en moins dociles, les parents parfois trop intrusifs ou tantôt négligents envers le soutien aux apprentissages. Sans oublier une problématique salariale trop longtemps niée, nos enseignants sont en effet parmi les plus mal payés d'Europe. Aussi, la liste des candidats à l'estrade professorale se réduit chaque année comme peau de chagrin. Certes, des efforts ont été faits pour revaloriser les enseignants débutants, mais rien pour les milieux de carrière et la paupérisation des maîtres depuis 30 ans est incontestable. Si l'on ajoute les poisons du harcèlement, de la violence, de remise en cause de l'autorité des maîtres, de défis à la laïcité, de baisse du niveau constaté par les classements PISA, votre bureau, monsieur le ministre, n'est pas vide de dossiers à traiter. Quelles sont donc les réponses budgétaires à cette situation préoccupante ? Tout d'abord, la réforme de la formation initiale avec le recrutement, dès la fin de la licence, des futurs enseignants rémunérés pendant leur apprentissage, 1 400 € la première année, 1 800 la seconde. Ce sont ainsi 7 938 postes d'élèves stagiaires créés. Le but, former plus tôt nos enseignants tout en redonnant de l'attractivité au métier. Laissons la chance à cette réforme. Autre mesure clé et symbolique, une baisse des effectifs enseignants de 4 018 ETP, 2 373 dans le premier degré, 1 645 dans le second, pour tenir compte de l'évolution de la démographie scolaire. Rappelons que l'an dernier, le gouvernement n'avait pas souhaité supprimer de postes. Précisons aussi qu'une répercussion proportionnelle stricte de la baisse du nombre d'élèves aboutirait cette année à une réduction de 9 415 postes. La coupe ministérielle est donc logique et mesurée. En prenant en compte les futurs élèves stagiaires, le plafond d'emploi du ministère augmentera de 5 440. Ayons donc bien à l'esprit que depuis 2015, le premier degré a perdu 621 000 élèves, qu'il en perdra encore 455 000 d'ici 2029. La baisse massive des effectifs écoliers aujourd'hui dans le primaire, demain dans le secondaire, ne doit pas seulement être subie, elle peut se révéler une opportunité. D'abord pour poursuivre l'amélioration du taux d'encadrement, qui est passé de 25 à 21 élèves par classe entre 2011 et aujourd'hui, mais aussi pour bonifier les conditions salariales de nos enseignants, notamment en milieu de carrière. Et je regrette que ce budget ne compte quasiment aucune mesure de revalorisation indemnitaire. N'est-il pas souhaitable d'avoir un tout petit peu moins de professeurs mieux payés
pour beaucoup moins d'élèves. Il ne s'agit certainement pas de dégraisser le mammouth, pour reprendre une expression malheureuse, mais plutôt de muscler l'éléphant de la sagesse et du savoir. Autre point saillant de ce PLF, l'embauche de 2000 nouveaux AESH, portant leur nombre à près de 140 000. Il n'était que 43 000 en 2017. Et le budget consacré à l'école inclusive à 4,74 milliards d'euros. Notons enfin le recrutement incontestablement bienvenu, peut-être insuffisant, de 200 psychologues et assistantes sociales dans le cadre du plan santé mentale. Pour conclure, Monsieur le ministre, permettez-moi d'insister sur l'enjeu territorial. La République, c'est en effet l'égalité des droits et surtout des chances, partout et pour tous. Et l'école en est et en sera toujours le meilleur vecteur. Aussi, les révisions, les adaptations de la carte scolaire ne peuvent se faire que de façon circonstanciée, au point de croix, en partenariat avec les élus locaux. À ce titre, la ruralité doit faire l'objet d'une attention particulière, tout comme les quartiers dits sensibles, qui bénéficient, eux, des ressources précieuses de l'éducation prioritaire, dont on attend, soit dit en passant, depuis plus de 5 ans, la refonte de la cartographie. C'est aussi une question d'aménagement du territoire, un évanouissement scolaire ne pouvant qu'accélérer la désertification préoccupante de certaines de nos campagnes. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps de réunir un Grenelle de l'école rurale, pourquoi pas un Saint-Flour ou un Castellane de l'école rurale, où l'on puisse optimiser le temps de l'enfant en articulant au mieux accueil de la petite enfance, périscolaire et école. Il s'agit là de changer de méthode, dans l'intérêt de nos élèves, de nos territoires, de notre pays. Les sénateurs dans leur département, les élus locaux, sont prêts à se mettre autour de la table avec vos services et ceux des préfectures. Le plus tôt sera le mieux. Monsieur le ministre, nous n'attendons plus que votre impulsion et votre invitation. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jacques Grosperrin, rapporteur pour avis de la Commission de la Culture, de l'Éducation, de la Communication et du Sport, pour 3 minutes d'intervention, chers collègues. Ça va, Jean ? Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur de l'enseignement agricole, mes chers collègues, le budget de l'Éducation nationale pour 2026 est relativement stable. Il est désormais le 3e budget de l'État, après celui des intérêts de la dette et de la défense. Les crédits pour 2026 se distinguent par la forte variation du nombre de TP, qui présente un solde positif de 5 400. Celle-ci s'explique par un double mouvement, d'une part d'une hausse de plus de 7 900 ETP, et c'est la conséquence mécanique de l'avancement à Bac+3 des concours de l'Éducation nationale, suivi par 2 années de formation au master sous statut de fonctionnaire. D'autre part, ce budget prévoit la suppression de 4 000 ETP du fait de la diminution des effectifs. Avec 560 000 élèves en moins entre 2024 et 2029, la baisse démographique doit être prise en compte. Aussi, contrairement à l'année dernière, cette diminution de TP est raisonnable. À trop attendre, nous risquons une cassure nette au moment du rattrapage qui devra nécessairement s'opérer. Mais il ne me semble pas opportun d'aller au-delà du nombre d'emplois, du schéma d'emploi proposé par le ministère. Un nombre important de fermetures de classes sera difficilement absorbable socialement et risque de remettre en cause les priorités définies par le ministère. En revanche, il est impératif de préparer collectivement l'école et les territoires à ce choc démographique. Depuis de nombreuses années, il y a un constat partagé sur la nécessité d'une carte scolaire pluriannuelle. Celle-ci restera toutefois à l'état d'une belle idée tant que la définition du nombre de TP sera annuelle. Il me semble essentiel de définir un schéma pluriannuel d'emploi permettant de dessiner une trajectoire connue de tous à l'avance. Quel que soit notre groupe politique, c'est une demande que nous pourrions porter collectivement après les prochaines échéances nationales. Sans cela, l'école ne pourra que subir la déprise démographique, se cantonnant à une navigation à vue année après année. Je serai très bref sur la réforme de la formation initiale des enseignants qui reprend plusieurs préconisations de notre commission. Un certain nombre de questions demeurent, surtout qu'elles nécessitent un pilotage politique fort
en termes de professionnels mis à disposition pour former les futurs enseignants, en termes d'offres de stage, à proximité des lieux d'études et de résidence des jeunes, ou encore pour garantir un maillage territorial suffisamment équilibré des licences de professeurs à des écoles. Soyez déterminés et exigeants, Monsieur le ministre. Il en va de la réussite de cette réforme et de l'attractivité du métier d'enseignant. La Commission a donné un avis favorable au crédit des programmes de l'Éducation nationale. Dans son discours aux écoles laïques de Castres, Jean Jaurès déclarait « La démocratie a le devoir d'éduquer l'enfance ». À chaque examen du budget enseignement scolaire, nous devons nous poser cette question. Sommes-nous collectivement à la hauteur de ce devoir ? Je crains que cette année encore, la réponse soit négative. Je connais bien la petite musique selon laquelle les moyens consacrés seraient largement suffisants et qu'améliorer notre service public d'éducation nécessite plutôt de repenser son organisation. Pourtant, les faits sont têtus. Pour citer Julien Grenet, chercheur à l'École d'économie de Paris, il dit « La France se situe parmi les pays de l'OCDE qui dépensent le moins pour l'école primaire. La dépense par élève dans le primaire y est inférieure de 11% à la moyenne de l'OCDE. Il précise que notre pays compte les classes parmi les plus chargées d'Europe, 21 élèves par classe en moyenne. C'est aussi 2 de plus que la moyenne européenne et que les salaires pour nos enseignants du primaire sont inférieurs à près de 20% à ceux de la moyenne des pays de l'OCDE. Nous avons l'un des pires taux d'encadrement de l'Union européenne. Alors que la moyenne est à 13,7 enfants par professeur, nous sommes à 18,2. D'après les données Eurostat 2022, seule la Roumanie fait moins bien. Le sous-investissement dans notre système éducatif n'est donc pas une vue de l'esprit, mais une réalité bien tangible. Face à ce constat, l'évolution démographique devrait être perçue comme une opportunité pour améliorer les conditions de scolarisation pour toutes et tous à moyens constants. Pourtant, ce budget nous propose encore une vision comptable et des suppressions de postes, moins 4018 ETPT enseignants, dont 1891 dans le premier degré et 1365 dans le second. Le rapporteur spécial pour la Commission des finances, dans une surenchère difficilement compréhensible, nous avait même invités à aller encore plus loin en commission et à supprimer 8000 ETP enseignants. Mes chers collègues, il y a seulement quelques mois, nous étions nombreux à dénoncer sur tous les rangs de notre hémicycle les fermetures de classes dans nos territoires, notamment en ruralité. Si vous faites le choix aujourd'hui de supprimer des postes, vous devrez assumer demain, dans vos départements respectifs, devant les élus locaux, la responsabilité de fermeture de classes douloureuses. Car les DAZEN ne font que ce qu'ils peuvent avec les moyens que nous leur donnons et que nous leur donnerons aujourd'hui. Quant au second degré, lourdement mis à contribution puisque les suppressions de postes programmés vont au-delà de l'évolution démographique, voici quelques éléments concrets des tensions déjà existantes, faute de professeurs en nombre suffisant. L'an dernier, dans un collège de l'Ain, un professeur de français d'une classe de 3e de 32 élèves, 32, a été absent une bonne partie de l'année. Faute de solution de remplacement, les cours ont finalement dû être assurés en visioconférence à 32 élèves pendant plusieurs mois. Plus proche de chez moi, un chef d'établissement dans la Drôme m'a récemment expliqué être confronté au dépassement du seuil de 30 élèves par classe en 6e. Il m'a dit aussi avoir l'habitude de se rendre sur France Travail pour pallier les postes des professeurs non pourvus ou pour chercher des profs remplaçants. Comment s'étonner, sachant cela, du manque d'attractivité de la profession enseignante et des manques constatés chaque année à l'issue des concours 1700 postes vacants en 2025, dans un contexte où les salaires réels des enseignants français n'ont progressé que de 1%, contre 4% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Nous ne sommes pas non plus à la hauteur des promesses sur le sujet de l'inclusion scolaire. La commission d'enquête sur les défaillances de prise en charge du handicap menée à l'Assemblée nationale l'a révélé.
14% des enfants en situation de handicap ne bénéficient pas de l'accompagnement auquel ils ont droit, soit 33% de plus qu'en 2024. Au regard de ces graves carences, le recrutement de seulement 1200 AESH supplémentaires prévus par ce budget est loin d'être à la hauteur des enjeux. Je conclurai en évoquant l'enseignement agricole. Les effectifs en hausse, plus 7% sur 5 ans, témoignent du dynamisme et de l'attractivité de cet enseignement, pépite de nos territoires. Je m'en réjouis, mais constate à regret que nous n'en tirons pas les conséquences. La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a fixé l'objectif d'une augmentation de 30% des effectifs d'élèves à l'horizon 2030. Il faut donc se donner les moyens de nos ambitions. Si le présent budget prévoit 30 TP enseignants supplémentaires, ils apparaissent bien insuffisants au regard de la suppression des 241 postes survenus entre 2019 jusqu'à 2025. Rétablissant ces postes, comme nous l'avions voté au Sénat en 2020, l'enjeu est trop important pour reporter cet effort à plus tard. Pour toutes ces raisons et d'autres qu'aura l'occasion d'évoquer ma collègue Colombe Brossel, le groupe socialiste, écologiste et républicain se prononcera contre l'adoption des crédits alloués à l'enseignement scolaire. Il y a urgence pour sauver notre école publique et il est temps d'en prendre la mesure. Je vous remercie. La parole est à Madame Evelyne Corbière-Namazo pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. Pour 5 minutes d'intervention, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui le budget de l'Éducation nationale qui est, selon vos propres mots, Monsieur le Ministre, dans une situation extrêmement inquiétante. Ce PLF 2026, dont vous êtes l'auteur, aggrave cette inquiétude plutôt que d'y répondre. Les 4000 postes supprimés, à l'heure où la démographie scolaire baisse, une question simple s'impose. Faut-il supprimer des postes ou saisir cette opportunité pour réduire les effectifs des classes, améliorer l'inclusion, renforcer l'accompagnement des élèves? Monsieur le ministre, vous avez tranché. Ce PLF ne sera en faveur ni des élèves ni de leurs enseignants. Relégué au 9e rang protocolaire du gouvernement, l'éducation nationale n'est définitivement plus une priorité nationale. Pour masquer ce déclassement, le gouvernement se vante de créer 5 440 postes. Dans les faits, ces postes ne résultent que d'une manœuvre technique autour de la réforme du concours en L3 et ils disparaîtront mécaniquement dans 3 ans. Ce sont en réalité 4 018 postes d'enseignants qui seront supprimés, moins 2 373 dans le premier degré, moins 1 645 dans le second degré. Les moyens budgétaires stagnent, les programmes du premier degré et du second degré, ainsi que du privé sous contrat, progressent à peine. Ils ne permettront donc pas de répondre aux besoins croissants des équipes éducatives. Cette absence d'ambition est d'autant plus grave que la situation se dégrade depuis trop d'années. Depuis 2017, près de 9 000 postes ont ainsi été supprimés dans le second degré, alors même que les effectifs augmentaient. Les classes sont plus chargées, 26 élèves en moyenne au collège, plus de 31 au lycée. Les enseignants doivent faire face à des injonctions multiples avec toujours moins de moyens. En outre, ce budget comporte des choix antisociaux. Je pense aux 2 millions d'euros de coups de rabot dans les fonds sociaux destinés à aider les familles en grande difficulté financière, ou encore le pass culture scolaire amputé de près de 10 millions d'euros. Enfin, les opérateurs du ministère sont également touchés, et spécifiquement le réseau Canopé, pilier des ressources pédagogiques. Je veux aussi attirer l'attention sur l'enseignement agricole public. Le PLF 2026 ne crée que 40 TP, dont 30 affectés au nouveau bachelor agro. Autrement dit, rien pour les lycées agricoles traditionnels, pourtant au cœur de la formation des futurs agriculteurs. Pendant ce temps, le secteur privé agricole bénéficie d'un financement multiple entre dotations de l'État, subventions de l'article 44, fonds européens, aides régionales et départementales, financement OPCO, frais de scolarité. Pendant ce temps, dans le public, l'État se désengage. Pourtant, la loi Duplon fixe l'objectif de plus 30% d'effectifs d'ici 2030. Alors comment former plus, mieux, plus vite, avec des équipes exsangues et des moyens constants? Ce PLF ne répond pas à l'objectif de renouvellement des générations
quand on sait que 45% des agriculteurs partiront à la retraite dans les 10 ans. J'en viens à la situation des AESH, personnel essentiel pour l'inclusion et la scolarisation des 350 000 élèves en situation de handicap. Alors que le nombre d'enfants concernés augmente de 8 à 10% par an, le rythme des créations de postes ralentit dangereusement. 3 000 en 2024 et seulement 1 200 en 2026. C'est 3 fois moins en 3 ans, alors même que les besoins explosent. Par ailleurs, ils sont payés 850 à 1 000 € par mois en temps partiel imposé. Votre feuille de route budgétaire s'articule autour de la précarité de ces agents essentiels. Pour eux, ni reconnaissance, ni revalorisation. Ce désinvestissement global de la part de l'État se confirme d'ailleurs dans les grandes études internationales. Selon l'OCDE, la France dépense moins que la moyenne pour ses élèves du primaire et du collège. Les classes y sont plus chargées et nos enseignants bien moins rémunérés. Les compétences fondamentales stagnent ou reculent parce qu'on exige toujours plus à moyens constants ou à moyens décroissants. Ce budget acte donc une renonciation à renforcer les équipes pédagogiques, à garantir l'inclusion, à faire de l'école un pilier de la République. Monsieur le ministre, où donc est passée l'égalité des chances, principe de l'école de la République? Qu'avez-vous fait de l'école de la réussite? Pour toutes ces raisons, le groupe communiste refuse ce budget. Nous l'amenderons et nous défendrons une véritable reconquête éducative, se traduisant par des créations de postes, la réduction des effectifs par classe, la titularisation des AESH, l'augmentation des moyens pédagogiques et la revalorisation réelle des métiers de l'école. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Monique de Marco pour le groupe Écologie, Solidarité et Territoires, avec 5 minutes d'intervention. Chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, de tous les ministères, l'éducation nationale est sûrement celui qui souffre le plus de l'instabilité politique que nous traversons aujourd'hui. Pour la première fois, l'éducation n'est plus le premier budget de l'État. Il passe au second, derrière le budget de la Défense. Cette inversion illustre un changement de la priorité de la Nation, selon Olivier Paccaud, rapporteur pour avis de la Commission des Finances. Qui veut la paix prépare la paix. L'éducation contribue à la paix et je ne peux me résoudre à cette relégation. Comme dans les écoles, collèges, lycées que nous comptons plus ici, le nombre de ministres qui se sont succédés à cette tribune pour nous promettre de grandes réformes avant même de s'assurer l'essentiel garanti. Quand on parle d'éducation, l'essentiel, qu'est-ce que c'est? L'essentiel, c'est un enseignant dans chaque classe, des classes dans tous les établissements et des établissements dans tous les territoires. Monsieur le ministre, vous étiez en déplacement en Charente la semaine dernière, dans un petit village où vous avez été interpellé par des parents d'élèves et des élus qui souhaitent préserver leur école, menacée d'être rayée d'un trait de plume. Vous leur avez répondu par des chiffres, que l'école rurale, c'est 30% des établissements et 18% des élèves, que la chute très importante de natalité nous oblige à nous projeter sur le long terme. Voici une réponse inquiétante. L'éducation va-t-elle devenir un privilège de centre urbain? Nous devons, conformément à l'article 22 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mettre l'instruction à la portée de tous. Mais comment garantir ce principe constitutionnel quand plus de 17 000 écoles ont fermé en 40 ans? Il s'agit d'une véritable rupture d'égalité qui frappe de plein fouet nos territoires ruraux. Avant d'entrer au gouvernement, votre collègue Michel Fournier, ministre de la Ruralité, appelait à un moratoire sur les fermetures de classes en zone rurale. Nous soutenons cette démarche et continuerons à le porter. Car laisser s'installer des déserts scolaires, c'est renoncer à l'égalité républicaine. Aujourd'hui, mes collègues l'ont dit, les collèges et les lycées de France ont les classes les plus chargées d'Europe. C'est le résultat d'une baisse continue depuis 1996 de la part du PIB consacré à l'école nationale. Résultat, la France dépense 11% de moins par élève que la moyenne des pays de l'OCDE. La baisse démocratique est une opportunité historique pour améliorer notre taux d'encadrement et nous permettre de rattraper notre retard. Au lieu de ça, votre budget est marqué par la suppression de 4 000 postes d'enseignants. Une saignée qui s'ajoute aux 9 000 suppressions déjà actées depuis 2017. Le budget que je viens présenter devant vous répond, à mon sens, à deux enjeux. Aux besoins et aux réformes qui interviendront en 2026
pour permettre à l'Éducation nationale de préparer le plus sereinement possible la prochaine rentrée, puisqu'elle se prépare dès maintenant. Et puis, une perspective de plus long terme marquée, et vous avez été plusieurs à le dire, comme vous le savez, par la chute démographique que notre école, et en fait notre pays, connaît, mais que notre école connaît en avance de phase des autres services publics et qui touche particulièrement les territoires ruraux. Les enfants qui sont nés aujourd'hui entreront à l'école dans 3 ans et passeront leur bac en 2043, dans une école qui aura environ 20% d'élèves en moins qu'aujourd'hui. Nous serons à moins de 10 millions d'élèves à ce moment-là, alors que nous sommes à quasiment 12 millions aujourd'hui. Et donc, en réalité, ce que vous débattez, ce que vous avez décidé aura un effet non seulement, évidemment, pour la rentrée 26, mais en fait, se projette évidemment sur ce qui suit. Et comme vous le savez, depuis le début de nos discussions fructueuses, j'ai toujours essayé de porter simultanément la vision annuelle et la vision à long terme, dans la mesure où, si nous ne voyons pas à 20 ans, en réalité, nous ne pourrons pas complètement appréhender la question éducative. Dans ce contexte, donc, j'ai été amené à rappeler que j'avais 3 priorités qui répondent en partie aux observations qui ont été faites, je crois, en grande partie en tout cas. Le premier enjeu, c'est d'assurer l'efficacité et la qualité pédagogique du service public de l'éducation. Alors, évidemment, tout n'est pas parfait, mais malgré tout, les efforts engagés dans le premier degré depuis 2017 ont porté des fruits. Jamais les écarts, vous le savez, n'ont été aussi faibles entre les élèves qui sont scolarisés hors éducation prioritaire et ceux qui sont scolarisés en éducation prioritaire et singulièrement en REP+. Et nous avons progressé en primaire, on l'oublie parfois, mais notre école primaire a progressé dans les classements internationaux. Je rappelle que dans le classement PIRLS 2021, la France est le seul pays qui a vu le niveau de ses élèves du premier degré augmenter. En 2024, également, le score de nos élèves a augmenté entre 2017 et 2024 de 6 points en français et même de 9 points en REP+, et en mathématiques, c'est une hausse de 4 points. Quant à l'affluence, je réponds parce qu'elle a été évoquée tout à l'heure par monsieur le sénateur du ROX, elle n'est pas à 50%, ça c'était en 2021. Le taux de maîtrise est désormais de 61,7% à l'entrée en 6e. Donc nous progressons. La réalité, c'est que le niveau, ensuite, notamment singulièrement au collège, reste très fragile et il est surtout caractérisé par 2 traits qui distinguent la France des autres pays de l'OCDE. Nous formons globalement, depuis 25 ans, de moins en moins d'élèves qu'on pourrait qualifier d'excellents. Et nous avons, en réalité, si ce n'est de plus en plus, du moins un nombre très important, anormalement important par rapport aux autres pays de l'OCDE, d'élèves en grande difficulté. Et nous faisons donc face à un enjeu, j'allais dire, collectif de niveau, qui passe entre autres, j'en reparlerai dans quelques instants, par la nécessité d'avoir des professeurs compétents et formés. Un élève réussit quand il a un professeur compétent. Un élève réussit quand il a un professeur formé et quand il a un professeur accompagné et soutenu par l'institution. Et je profite, en écho à d'autres discussions que nous avons déjà eues dans cette enceinte, pour rappeler que pour moi, ce soutien de l'institution à l'ensemble de ses personnels et la nécessité de prendre soin d'eux dans la façon dont nous nous adressons à eux et dans la façon dont nous gérons leur carrière est une priorité absolue. Nous devons remettre, autrement dit, les personnels et singulièrement les professeurs au centre. Le professeur est là pour instruire, transmettre et faire grandir, et il doit être à ce titre respecté, soutenu, formé et encouragé. Le deuxième enjeu, c'est évidemment la question de la très grande difficulté scolaire et des inégalités territoriales. Vous le savez, j'ai été amené à le dire, dans 15% des collèges, aujourd'hui 15% des collèges sont caractérisés par le fait que plus de 40% de leurs élèves obtiennent moins de 8 sur 20 en français et aux mathématiques au diplôme national du brevet, moins de 8 sur 20, ce qui caractérise un niveau de très grande difficulté scolaire. Et nous ne pouvons, je crois, collectivement nous résoudre à l'idée que depuis des années, ces 15% de collèges connaissent ces difficultés et que par conséquent, autant d'élèves sortent du système éducatif ou poursuivent leur cursus dans le système éducatif avec de telles lacunes. Et c'est pour ça, et ce sera l'un des enjeux du budget, que je souhaite porter un effort particulier sur ces établissements. Je ne crois pas, en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, à une réponse universelle qui soit absolument la même partout, à un cadre d'organisation qui soit absolument le même partout. Depuis que je suis ministre, je me déplace dans toutes sortes d'établissements et d'écoles sur tout le territoire. La réalité ne peut pas être la même partout. La réponse en termes de conditions d'apprentissage ne peut pas être la même partout.
Et il faut donc porter un effort particulier sur ces 15% d'établissements, en lien étroit d'ailleurs avec les collectivités territoriales, qui sont pour moi, si vous me permettez l'expression, le partenaire absolu de l'éducation nationale. Le troisième sujet, la troisième dimension, c'est évidemment de prendre soin de la santé mentale et physique de nos élèves. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous. Nous avons 2 missions, c'est instruire et protéger, instruire et prendre soin. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de signaux corroborés par la science qui convergent sur la dégradation de la santé psychique d'une partie de nos jeunes. Un tiers des jeunes entre 11 et 24 ans déclarent aujourd'hui souffrir de troubles anxio-dépressifs. C'est une étude de l'INSERM, l'étude Mentalo, avec une proportion 2 fois plus élevée chez les filles et une proportion qui croît évidemment avec la consommation, si vous me permettez cette expression, d'écran. Et nous avons donc un enjeu collectif, ça a été dit d'ailleurs par Madame la sénatrice tout à l'heure, pour lequel l'école ne suffit pas, mais pour lesquels évidemment l'école joue un rôle majeur. Et j'aurai l'occasion au cours des prochaines semaines de prendre un certain nombre de décisions que je veux d'abord concerter, autour notamment de l'usage des écrans sur l'intégralité en réalité du cycle scolaire. Notre école, si on parle de la santé, et notamment la santé physique, elle doit aussi, vous avez été nombreux à l'évoquer, j'allais dire achever de réussir le défi de l'école inclusive. Je me permets de rappeler sur ce point que c'est un véritable service public de l'école inclusive qui est apparu depuis une dizaine d'années. Le métier de ESH est devenu le 2e métier de l'éducation nationale. On l'oublie parfois, mais c'est plus aujourd'hui de 145 000 personnes à rapporter aux 800 000 professeurs qui accompagnent les élèves en situation de handicap, lesquels, comme vous savez, connaissent une croissance de 10% par an. Et donc c'est à tous ces enjeux et aux autres que vous avez évoqués, mais que je n'ai pas le temps d'évoquer dans ces quelques minutes, que le budget 2026, j'allais dire, apporte une réponse à l'échelle annuelle, mais dans une perspective, bien sûr, que je souhaite pluriannuelle. Alors, s'agissant donc de ce budget, si on rentre plus précisément dans le détail, d'abord j'observe, et je m'en réjouis qu'il augmente à nouveau cette année, que ce soit en masse financière ou en emploi, et que, en tout cas en crédit de paiement, l'éducation nationale demeure le premier budget de l'État avec 63 milliards d'euros, un budget qui a augmenté quand même de 30% depuis 2017. Nous avons un schéma d'emploi qui demeure positif, parce que nous voulons continuer à recruter, et surtout à, j'allais dire, amorcer la pompe à attractivité avec la réforme du concours, ça a été dit tout à l'heure, pour renforcer aussi le taux d'encadrement dans nos écoles et nos établissements. Mais augmenter un budget, et vous avez été nombreux à le rappeler, ça ne signifie pas ignorer les réalités. Et la première d'entre elles, et j'y reviens, est la transformation démographique que connaît notre pays. Entre 2019 et 2029, nous aurons perdu 1 million d'élèves dans le premier degré. Nous allons passer de 6 700 000 à 5 700 000. J'ai écouté il y a 48 heures Julien Grenet, qui a été cité tout à l'heure, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à un séminaire dans lequel il intervenait. Et il indiquait que d'ici 2034, nous serions une chute de 25% par rapport à 2015 des effectifs dans le premier degré. Le collège commence à être touché sérieusement, et dans 2 ou 3 ans, ce sont les lycées qui seront touchés. Et la pente s'accélère. Il y a quelques années, on perdait 40 000 élèves par an. À la rentrée prochaine, nous allons en perdre 150 000. Et donc, à l'horizon 20 ans, cette réalité doit nous pousser à repenser, dans le fond, et ça a été dit, je crois, tout à l'heure aussi, le contenu de l'offre scolaire. Qu'est-ce que l'offre scolaire au XXIe siècle, dans un pays où la démographie ne correspond plus à ce pourquoi le paysage scolaire avait été conçu, c'est-à-dire une démographie qui était réputée censée rester dynamique. Et c'est pour ça que dans ce cadre, et j'assume complètement cette dimension qui consiste à agir et à ne pas subir, nous proposons la suppression effectivement de 4 000 postes. Et j'aimerais, si vous le voulez bien, en expliquer la logique qui n'est ni comptable ni théorique. En 3 points. 1, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de la démographie. Nous ne pouvons pas ne pas en tenir compte. J'en suis intimement convaincu. 2, nous devons permettre en réalité, à mon sens, un atterrissage en douceur par rapport à cette démographie et autant que possible, tempérer ses effets négatifs pour freiner autant que possible, bien sûr, les fermetures de classes, notamment en réalité. Et c'est dans ce cadre que j'ai demandé, en réponse à ce qui a été dit tout à l'heure, que les observatoires de dynamique rurale et territoriale couvrent désormais tout le territoire, que les données soient systématiquement partagées à horizon 1 an, 3 ans et 5 ans, et si possible plus, et qu'ils deviennent des lieux de travail avec les collectivités sur l'évolution de l'offre scolaire. Et c'est le 3e point, c'est que nous devons, paradoxalement, prendre un petit peu de temps, pour réfléchir à l'évolution de cette offre, territoire par territoire. Ça ne se fera pas depuis la rue de Grenelle. J'étais effectivement l'autre jour à l'école de Benzac, ça a été rappelé tout à l'heure par Madame la sénatrice. Je ne sais pas
moi, depuis la rue Grenelle, ce qu'est la destinée de l'école de Benzac, mais je crois en revanche que, et c'est d'ailleurs ce que j'ai observé localement, les élus locaux, notamment dans le cadre des intercommunalités, font un travail absolument remarquable et que quand consensus il y a, l'école doit évidemment accompagner cela. Et donc nous avons arrêté 3 options théoriques, mais sur lesquelles il faudrait en réalité se projeter sur plusieurs années. La première option, ça consiste à dire, dans le fond, ce n'est pas la peine d'ajuster par rapport à la démographie, il suffit de supprimer 0 poste, et comme ça, nous nous rapprocherons des standards de l'OCDE, qui sont aujourd'hui 19 enfants par classe. Alors, d'abord, le standard de l'OCDE, effectivement, il faut se rapporter à ce qu'est l'OCDE, et à des pays qui, comme l'Italie, par exemple, depuis 30 ans, ont un taux de fécondité inférieur de 1,3 enfants par femme. Là où nous sommes encore, nous, aujourd'hui, alors que nous abordons la vague démographique à 1,6. On ne parle pas exactement de la même chose au même moment. Et la deuxième chose, c'est que si on fait cela, en réalité, nous allons créer une crise de recrutement d'ici 7 à 10 ans. Et je ne tiens pas à laisser à mes successeurs, quels qu'ils soient, un moment où ils devront réduire drastiquement le nombre de postes au concours et donc créer en fait une crise de recrutement parce que tout aurait été maintenu, j'allais dire, à l'identique pendant trop longtemps. Il faut donc, à mon sens, accompagner. Deuxième hypothèse, ça serait évidemment de suivre strictement la démographie. Et je crois que ce n'est pas non plus souhaitable, et nous avons une discussion là-dessus aussi très fructueuse. Entre ces deux extrêmes, nous faisons le choix d'une évolution que je crois profondément raisonnable, qui consiste à reprendre une partie de la démographie, à suivre une partie de la démographie, et en réalité à mobiliser les marges générées, si je puis dire, par l'autre partie de la démographie, à la fois pour, autant que possible, j'allais dire, limiter les fermetures autour de la milieu rural, et puis évidemment pour améliorer le taux d'encadrement. C'était dit tout à l'heure, mais vous savez que depuis 2017, le taux d'encadrement dans le premier degré s'est amélioré systématiquement dans tous les départements chaque année. Il n'y a pas eu un seul département, il n'y a pas une seule année où le taux d'encadrement ne s'est pas amélioré en nombre de professeurs pour 100 élèves. J'en viens maintenant à l'autre grand chantier qui a été évoqué, qui est la réforme de la formation initiale des enseignants, qui est également portée par ce budget, dont le recrutement en licence 3 est évidemment un enjeu déterminant, puisque ces futurs enseignants, ces étudiants, seront payés en Master 1, Master 2. Ces 8000 postes d'élèves fonctionnaires qui sont créés qui vous sont proposés de créer dans ce projet de loi, avec un enjeu de valorisation majeure, puisque évidemment ces élèves seront rémunérés 1 400 € net en Master 1 et 1 800 € net en Master 2. Nous avons reçu hier soir les chiffres des inscriptions au concours, que je partage avec vous. Les inscriptions ont quasiment doublé. Alors vous allez me dire c'est logique puisqu'il y a 2 niveaux de recrutement, sauf que ce qu'on voit c'est qu'on a moins de candidats en M2 et plus de candidats en L3. Autrement dit que l'effet de dilatation progressif, et il sera progressif, il n'y aura pas de miracle, de la pyramide au niveau des L3 et donc d'ouverture sociale aussi, commence à jouer. Et très clairement, pardon de le dire comme ça, mais l'éducation nationale a besoin d'un budget de ce point de vue-là, parce que ce sont des mesures nouvelles, c'est 8000 ETP, et que si nous ne les avons pas, bien, très concrètement, les 85 000 étudiants de L3 qui se sont inscrits cette année ne pourront pas être en mesure de passer les concours, puisque si nous n'avons pas de budget, je ne serai pas en mesure, par définition, d'ouvrir des postes correspondant à ces mesures nouvelles. Au-delà de ces transformations structurelles, donc, la dimension démographique avec son corollaire, la réflexion sur l'offre scolaire et les concours de recrutement, nous avons enfin évidemment les sujets que vous avez évoqués en matière d'inclusion et de santé scolaire. C'est 1500 créations d'emplois qui sont prévues dans ce domaine, 1200 créations d'emplois d'accompagnants d'enfants en situation de handicap, sur lequel nous avons fait un effort, vous le savez, important, et qui progressivement, j'allais dire, dans la condition, nous essayons collectivement d'améliorer progressivement leurs conditions avec un quasi-statut, avec une rémunération qui a augmenté de 13% au cours des 2 dernières années. Et puis, nous avons en vis-à-vis 300 postes médico-sociaux, de psychologues, d'assistants sociaux et d'infirmiers, qui là aussi visent en fait à renforcer l'accompagnement des élèves en dehors de l'enseignement. C'est un enjeu pour moi essentiel et aussi un enjeu de long terme. C'est-à-dire qu'en réalité, si on se projette sur les 20 prochaines années ou sur les 10 prochaines années, ma conviction, c'est que nous aurons progressivement besoin peut-être d'un petit peu de professeurs du fait de la démographie, mais en réalité de plus d'infirmiers, d'assistants sociaux ou de psychologues de l'éducation nationale. Quant à l'enseignement agricole, sur lequel donc je représente ma collègue Annie Genevard, vous l'avez dit, c'est plus 7% en 5 ans. Il y a quelques années, nous étions tous collectivement très inquiets. Nous avons fait un travail d'orientation absolument considérable pour faire connaître cette voie de réussite et d'avenir pour notre souveraineté alimentaire. Manifestement, ça porte ses fruits. Et donc, je me permets de m'en réjouir au nom de tous ceux qui y participent. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, ce que je porte devant vous à travers ce budget, en ayant bien conscience, bien sûr, des défis que nous avons à relever, en vous assurant aussi que la coopération étroite avec les collectivités territoriales,
quel que soit le niveau de collectivité, sera au cœur de mon action. Nous avons 4 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 455, qui le défend? Monsieur Billac. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, suppression de 4018 postes d'enseignants en 2026. Alors certes, il y a une baisse démographique, mais est-ce que ce n'était pas l'occasion d'améliorer le taux d'encadrement dans nos établissements scolaires? Alors évidemment, on présente le solde positif parce que, avec la création de postes de stagiaires nécessaires avec la réforme du concours, il y a un trompe-l'œil qui fait qu'on croit qu'on ne supprime pas des postes. En réalité, on supprime les postes pérennes pour les remplacer par des postes temporaires. Quand ces postes temporaires partiront, les emplois pérennes auront été supprimés. Et je le dirais, dans les territoires ruraux, eh bien, fermer une classe, c'est dramatique. Fermer une école, c'est catastrophique. Et on va de nouveau connaître dans de nombreuses communes rurales des écoles qui vont perdre la 2e classe, ce qui commence à sentir très mauvais. Et donc, moi, je crois que quand même aussi, pour conclure, l'école, elle sert à enseigner. Plutôt que de supprimer des enseignants, on pourrait peut-être supprimer les postes et les administrations du ministère ou dans les rectorats et les académies. Je vous remercie. Le 859, Madame de Marco. Je vous remercie. Je partage tout à fait les propos qui ont été faits par M. Billac. Cet amendement vise aussi à revenir sur la suppression des 4000 postes prévus à la rentrée 2026. Je rappelle que depuis 2017, c'est près de 10 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés dans l'éducation nationale. Et une autre piste, maintenir les postes actuels, c'est aussi renforcer le taux de remplacement, alors que 7% des heures d'enseignement dans le second degré n'ont pas été assurées en 2024, faute de remplaçants. Je vous remercie. Le 621, Madame Monnier. Alors, il y a des arguments qui sont les mêmes, je ne le redirai pas. J'alerte quand même sur la suppression de personnel administratif parce qu'il faut bien gérer tout ça et on a aussi besoin des personnels administratifs parce qu'après ça retombe sur la gestion des établissements, c'est parfois compliqué. Juste, je rajouterai que la baisse de quelques 106 élèves de moins à la rentrée 2026, d'abord reste à confirmer, mais qu'elle aurait pu permettre bien sûr à effectif constant d'améliorer la réussite scolaire des élèves, de favoriser effectif constant pour les postes, de favoriser un climat scolaire serein pour éviter les inégalités scolaires et que notre école élémentaire publique ne peut pas répondre à l'ensemble des missions qui lui sont assignées, à savoir école inclusive, lutte contre le harcèlement, garantie des remplacements nécessaires et c'est très compliqué à l'heure actuelle si on ne lui donne pas les moyens enseignants nécessaires pour le faire. Je vous remercie. Le 620, vous pouvez le défendre également, Madame Monnier. Madame Monnier. Pour le second degré, c'est bon. Je vous remercie. Je vais donc demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur ces 4 amendements. Oui, sur ces 4 amendements. Alors, tout d'abord, permettez-moi une petite mise au point suite aux interventions en discussion générale de M. Buis, M. Fialaire, Mme Monnier et puis ma chère collègue communiste. Il y avait eu un amendement effectivement présenté par la commission, que j'assume totalement, qui prévoyait 4000 suppressions de postes de plus. Cet amendement a été retiré. Pour reprendre un vocabulaire SNCF, les conditions de départ du train n'étaient pas réunies, la marche était peut-être un peu haute, et donc visiblement l'information ne vous était pas parvenue, donc dont acte. Concernant les moins 4000, des explications ont déjà été données, notamment par Monsieur le ministre et moi-même, concernant la problématique démographique. Il y a bien eu moins 100 000 à la rentrée 2024, moins 110 000 2025, moins 140 000 en 2026, avec l'arrivée en maternelle des nouveau-nés 2022, où on a vraiment eu une chute démographique très importante. Le ministre l'a bien dit, cela va se poursuivre. Et si, effectivement, on peut espérer une amélioration du taux d'encadrement, même avec une réduction de 4000 postes, vous aurez une poursuite de l'amélioration relativement nette du taux d'encadrement. Cela va faire une dizaine d'années que ce taux d'encadrement est passé en primaire de 25 enfants en 2011 par classe à 21 aujourd'hui. Ça va continuer à s'améliorer. Vous avez raison de dire que dans d'autres pays d'Europe, il est meilleur. Mais le ministre l'a très bien expliqué. Ils ont eu une problématique de démographie négative ou peu favorable, plus précoce que la nôtre. Et donc, on ne va pas les rattraper tout de suite, mais on prend la même voie.
Alors, très concrètement, vouloir avoir toujours plus de professeurs avec moins d'élèves, est-ce que c'est ça qui améliore les choses? C'est ce que vous dites, mais les résultats actuels ne le prouvent pas forcément. Il y a eu des dédoublements de classes. Il y a eu les groupes, non pas de niveau, mais de besoins, qui ont leurs effets. Mais on en fait déjà beaucoup. Faut-il en faire encore plus dans le contexte budgétaire et démographique que l'on connaît et qui, malheureusement, ne s'inversera pas? On ne peut pas nier la réalité démographique. Et donc, je présente, et la Commission des finances émet un avis défavorable à vos amendements, plein de bon cœur par ailleurs. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Très vite, parce que je l'ai déjà exprimé tout à l'heure. Ce que je crois à titre personnel indispensable, c'est qu'on puisse atterrir en douceur sur plusieurs années par rapport à un décrochage démographique massif. Et en réalité, si on retarde cet ajustement, on va créer un problème de recrutement à l'horizon 7, 8, 9 ans. Parce qu'on aura un moment où en fait, on aura complètement décroché démographiquement par rapport à la démographie des professeurs. Donc les moins 4000, ils permettent clairement d'absorber une partie de la chute démographique. Et ils permettent aussi de générer des gains entre guillemets en termes de professeurs qui font qu'on aura à la rentrée scolaire prochaine le nombre d'enfants par classe dans le premier degré le plus faible qu'ait jamais connu le système éducatif français et qui s'améliore chaque année un peu plus. Et je suis donc défavorable à cet amendement. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Sautarel, pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, moi je voulais profiter de ces amendements pour défendre un amendement que j'avais déposé et qui, hélas, a été déclaré irrecevable. Et pourtant, à entendre Monsieur le ministre tout à l'heure, je pense qu'il aurait pu être entendu puisque vous avez évoqué la nécessité de prendre un petit peu de temps par rapport à cette évolution-là. Et moi, je proposais un amendement pour introduire un moratoire de 3 ans dans les zones classées France Ruralité Revitalisation. C'était un engagement de 2023 qui n'a pas été tenu. Et aujourd'hui, les observatoires des dynamiques rurales, qui portent assez mal leur nom, ne permettent pas d'engager surtout un véritable dialogue en confiance parce que, en même temps qu'on discute sur des visions pluriannuelles, on fait des coupes chaque année. Et à l'heure où je vous parle, dans mon département du Cantal, il y a déjà des communes qui ont été sollicitées par la DAZEN, les informant de nouveaux postes supprimés à la rentrée prochaine. Donc comment voulez-vous que nous ayons un dialogue franc, clair, prospectif, qui correspond à tout ce que nous savons, si nous continuons à avoir ces coupes brutales, annuelles, non concertées? Donc ma demande, c'est que vous vous engagiez sur des moratoires de 3 ans à partir de la mise en place des observatoires des dynamiques rurales pour laisser le temps au territoire d'engager le dialogue et la concertation. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Brisson. Merci Madame la Présidente. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, moi je me réjouis que pour une fois le ministère anticipe sur les évolutions démographiques. On a trop connu dans le passé le fait que l'absence d'anticipation créait des phénomènes d'accordéon qui étaient extrêmement préjudiciables dans la mise des postes au concours pour les étudiants en fonction des générations auxquelles ils participaient. Donc cette anticipation est la bienvenue. Je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre collègue Sautarel. À organisation constante, on est crispé sur des moyens, faute d'une vraie réflexion, et en particulier sur l'école à ruralité. Je le disais à la tribune tout à l'heure, dans mon département, 101 professeurs des écoles sont dans une école, non pas à classe unique, parce que ce sont souvent des RPI multisites, mais ils sont seuls, adultes, dans l'école, avant la venue des parents, à la sortie des parents. Et toute fermeture de classe est une fermeture d'école qui crée les crispations que l'on connaît. Il serait temps, plutôt que de constamment parler de moyens et de considérer que c'est toujours à moyen constant que l'on doit raisonner, que l'on ait une vraie réflexion, en particulier sur l'école en ruralité. Je vous remercie, Monsieur Ziane. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, effectivement, moi je voulais revenir, j'étais en train de me replonger dans le rapport de notre rapporteur général, le sénateur Pacaud, qui, dans sa première partie, parle d'un nombre croissant d'heures d'enseignement non remplacées. C'est moi qui le dis, et ce n'est pas une question d'avoir un bon cœur. Ce que je constate ce soir, c'est que dans nos débats, il y a un véritable changement de paradigme. On se pose bien sûr en responsabilité la question de la baisse démographique. On se pose donc la question de l'ajustement de cette baisse démographique au nombre d'enseignants. Mais moi, ce que je souhaite évoquer, c'est en octobre 2023, nous avions auditionné votre prédécesseur, il y en a eu quelques-uns entre-temps, mais le ministre Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation à cette époque, qui nous avait dit en introduction, aujourd'hui en France, il y a 15 millions d'heures de cours non dispensées. Et
Partant de là, nous lui avions suggéré, pour ma part je l'avais fait moi-même, partant de ce principe, ces 15 millions d'heures non dispensées, si nous arrêtons de supprimer des postes d'enseignants pendant un certain nombre d'années, eh bien ce nombre d'heures se diminuerait et permettrait de rattraper les difficultés que nous avons aujourd'hui. Ce changement de paradigme, il faut, je pense aujourd'hui, l'accepter. Et effectivement, j'ai entendu le mot moratoire sur la suppression du nombre d'enseignants. Ces amendements viennent y répondre en partie. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Brosset. Oui, merci beaucoup. Alors, merci, professeur Paco, pour la leçon. Moi, je veux réfuter l'argument que j'entends dans la bouche de nos collègues LR qui reviendraient à dire, pardon, je vais vite, que la gauche demanderait toujours plus. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. On dit gardez ces postes pour transformer l'école. Ne supprimez pas ces postes parce que leur suppression vous empêchera de transformer l'école. Parce que moi, je veux bien qu'on ait un débat sur le fait de savoir si baisser le nombre d'enfants par classe est bon pour leur réussite. Enfin, moi, si je lis la littérature du ministère, je vois que le dédoublement des classes a produit des effets bénéfiques et que dans ce cas-là, oui, on a intérêt à baisser le nombre d'enfants par classe. Puis, je veux bien que la démographie soit devenue le seul et unique chemin, mais enfin, chers collègues, chers amis, pendant des années, au collège, les effectifs augmentaient et le nombre de postes était supprimé année après année. Et vous voudriez maintenant que nous, mais pire que nous, les enseignants croient que seule la démographie est en train de guider les choix budgétaires du gouvernement. Non, c'est pas sérieux. Madame Olivier. Merci Madame la Présidente. Alors moi j'ai bien écouté le discours d'introduction de Monsieur le Ministre. Vous nous avez présenté 3 solutions. Vous nous avez dit soit on suit la baisse démographique, voilà, on supprime beaucoup de postes, soit on ne fait rien, soit on ne supprime pas de postes et donc en fait ce seraient vos prédécesseurs qui devraient couper dans les postes, soit vous présentez votre solution de 4000 postes en moins comme une solution raisonnable, modérée, qui serait au milieu et qui permettrait de répondre à cette crise. Mais nous nous inscrivons en faux par rapport à cette analyse. Aujourd'hui, comme les collègues l'ont dit avant moi, pour transformer l'école, nous avons besoin de ces postes. Et puis je m'interroge, chers collègues de droite, vous nous parlez sans cesse des savoirs fondamentaux sur lesquels il y aurait une baisse, de l'autorité qu'il faudrait rétablir. Mais pour ça, on a besoin de moyens humains, on a besoin d'encadrement pour les élèves, on a besoin que les élèves ils puissent avoir des professeurs qui soient à leur écoute, qui puissent échanger avec eux au quotidien. Et c'est par le fait d'avoir un encadrement suffisant pour les élèves de notre pays. Merci, Madame Monnier. Merci, Madame la Présidente. Alors, en ce qui concerne le second degré, pour être très précise, depuis 2017, 3200 postes ont été supprimés. À rebours des évolutions démographiques, les effectifs d'élèves ayant enregistré une hausse de plus 68 000 élèves entre 18 et 21. Donc, l'utilisation de l'argument démographique ne peut pas aller seulement dans un sens, celui visant à supprimer les postes. Avec près de 26 élèves en moyenne par classe dans l'enseignement secondaire, la France compte parmi les plus mauvais élèves de l'OCDE. Et moi, le retour que j'ai du terrain, c'est que les rectorats admettent des seuils. Le seuil est à 30 élèves par classe en collège depuis plusieurs années. Ce n'est pas entendable, pédagogiquement parlant. Et enfin, pour ce qui est du premier degré, si on enlève dans le compte moyen d'élèves par classe dans le premier degré, les dédoublements en REP, les classes rurales uniques ou à faible effectif, et heureusement qu'elles sont maintenues pour le maillage territorial, eh bien, ils se retrouvent, parce que moi, c'est ce qui se passe sur mon département, des classes à 25, 26, 27. Et on a beau dire ce qu'on veut, il n'empêche que voilà, le nombre d'élèves est majeur pour la pédagogie. Je vous remercie, Madame de Marco. Merci. Monsieur le ministre, moi, je ne veux pas allonger le débat, mais j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Vous avez dit agir, ne pas subir, en introduction. Et ensuite, vous passez parler d'atterrissage en douceur. Moi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Sincèrement, ce sont des mots. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, ce qui a déjà été posé. Êtes-vous favorable à la proposition qui a été faite, donc, d'envisager un moratoire de fermeture de classes en milieu rural 3 ans, sur 3 ans? Savez-vous, monsieur le ministre, que dans les campagnes, dans la ruralité, c'est des fois le dernier service public qu'il y a. Une classe, une école, c'est tout ce qui reste. Donc, êtes-vous favorable à la proposition qui a été déjà formulée ici au Sénat et qui vous a été soumise aujourd'hui, de ne pas fermer de classe, d'avoir un moratoire pendant 3 ans sur la fermeture de classe en milieu rural? Voilà, soyons concrets. Je vous remercie, Madame Béatrix Contat.
Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, depuis de nombreuses années, on se plaint des classements PISA de la France, du niveau des élèves qui diminue, et on se plaint finalement des conséquences, des causes qu'on chérit, puisque depuis toutes ces années, le nombre d'enseignants a fortement baissé, et on compare en effet avec l'OCDE, où on a un nombre d'élèves par classe plus important que dans la moyenne de l'OCDE, mais aussi, on peut aussi faire des comparaisons dans le temps. Dans les années 80, par exemple, le nombre moyen d'élèves par classe était de 23,5, il est de 25,8 aujourd'hui. Au lycée, il était de 27, il est de 30 aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a augmenté les effectifs en collège, en lycée, avec des classes beaucoup plus hétérogènes, et évidemment, le résultat des élèves baisse. Par ailleurs, cela a été dit, les remplacements ne sont pas assurés, et c'est le cas notamment dans les zones tendues, moi dans le département de l'Ain, dans le pays de Gex, ou près de Lyon. Je vous remercie, cher voilà, collègue. on a Merci. des problèmes de remplacement. Merci, Monsieur Pilfer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je pense que l'on prend le problème à l'envers. Vous commencez par supprimer des postes, puis nous mènerions une réflexion sous forme de moratoire, pourquoi pas, sur 3 ans, pour définir une nouvelle trajectoire. Je pense, pour avoir été en face d'élèves pendant 40 ans, qu'il est préférable de d'abord mener un moratoire, d'établir une trajectoire et ensuite d'adapter le nombre de postes. Je vous remercie, Madame Billon. Oui, merci Madame la Présidente. On connaît tous, baisse démographique, dette abyssale, on cherche des économies, l'école a de mauvais résultats, on est tous d'accord sur ces constats. Certains partent du postulat que plus on va mettre d'enseignants, plus les résultats seront bons. Non, on ne peut pas garantir cela. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est urgent d'envisager des réformes sur le temps long. On a un budget qui nous est proposé avec finalement une certaine stabilité. Oui, l'école a besoin d'être réformée, mais ce n'est pas parce qu'on va mettre plus de moyens qu'on va, en nombre d'enseignants, qu'on va réussir à augmenter le niveau des élèves. Donc, nous avons fait un travail avec notamment Colombe Brossel et Jacques Grosperrin. Ce n'est pas ce soir qu'on va réussir à tomber d'accord, c'est évident, vu ce que je viens d'entendre. Mais par contre, sur le temps long, oui, il faudra se dire, qu'est-ce qu'on supprime comme poste? Parce qu'il faudra en supprimer. Mais lesquels? Où ça s'anticipe, ça se prévoit, et il faut être réaliste sur la situation. Mais ce n'est pas immédiatement. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie. Monsieur Canvet. Merci, Madame la Présidente. Je partage effectivement ce que vient de dire ma collègue Annick Billon. Je crois que le problème qui est posé, c'est notamment sans doute qu'il y a dans l'enseignement dans notre pays une suradministration qui fait que le nombre d'enseignants devant les élèves n'est pas suffisamment important et qu'il conviendrait de le renforcer pour permettre de prendre en charge véritablement l'ensemble des situations. Et par rapport aux 4 amendements qui sont présentés, moi je trouve qu'il y en a 2 qui ont une vision assez correcte des choses. Ce sont les 2 premiers, mais par contre les 2 autres, je ne peux pas accepter la manière dont on voit les choses, parce qu'on sait bien que dans notre pays, le pluralisme scolaire est une source et permet de la réussite scolaire. Et on le voit bien en Bretagne et dans les pays de la Loire, où les résultats sont les meilleurs, c'est là que le pluralisme scolaire peut s'affirmer. Et l'enseignement catholique et l'enseignement privé prend l'ensemble des élèves. Et oui, Pierre Ouzoulias, il prend l'ensemble des élèves. Et donc, il faut encourager cela et il faut octroyer des moyens également à l'enseignement privé pour permettre de prendre en charge l'ensemble des élèves. Je vous remercie, Monsieur Folliot. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais aller dans le sens de nos collègues Annick Billon et Michel Canvet. Tout d'abord, par rapport au constat qui a été fait relatif aux difficultés que nous avons à la baisse démographique. Près de 900 000 naissances il y a quelques années, moins de 600 000 l'année prochaine. De fait, ça a des conséquences sur le nombre d'élèves. Ensuite, moi je crois qu'il y a un élément qui est un élément fondamental. C'est les enjeux relatifs à la suradministration qu'il y a dans l'éducation nationale.
Je crois qu'il y a assurément des marges de progression par rapport à cela. Parce qu'aujourd'hui, pour un enseignant, quand il veut faire une sortie scolaire, mais c'est complètement dingue. Et quand on regarde que pour l'organisation de stage, pour beaucoup d'éléments relatifs au fait que l'école veut s'ouvrir sur l'extérieur, ça devient quasi impossible, ne serait-ce que par rapport aux enjeux relatifs aux paperasseries et aux normes qui sont appliquées. Et s'il y a un choc de simplification qui devrait être un choc de simplification unanime pour lequel nous pourrions nous retrouver, c'est celui-ci. Essayer de faire de telle sorte qu'on puisse réduire les normes pour faire de telle sorte qu'il y ait plus je conclue, juste pour dire qu'il y ait plus d'adultes devant les élèves que dans l'administration. Monsieur le ministre. Bravo, Philippe. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Pardonnez-moi de reprendre la parole. D'abord, sur les effectifs d'élèves par classe. Dans le second degré, on est stable depuis 20 ou 30 ans. En réalité, quand on regarde sur longue période, je vous invite à regarder des études de l'ADEPE qui le montrent très bien. Dans le premier degré, nous n'avons pas cessé de chuter. En 2017, on était à plus de 23 élèves par classe. On sera à la rentrée 2026 à 21. Et encore, quand je dis à 21, ce sera peut-être même un petit peu moins, avec la projection qui est celle de moins 4000. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la baisse des effectifs par classe, elle a un effet quand les pratiques pédagogiques évoluent. Pardonnez-moi, mais les dédoublements, ils ont eu l'effet parce que les pratiques pédagogiques ont évolué en même temps. Sinon, ça n'aurait servi absolument à rien. Troisième élément, pardonnez-moi, sur la question des remplacements, nous avons amélioré sensiblement le taux de remplacement. Tout n'est pas encore parfait, mais on a gagné 2,5 millions d'heures remplacées, je me permets de le signer quand même, avec le pacte. Quatrième élément, sur la suradministration du ministère national, je me permets de m'inscrire en faux. Vous avez aujourd'hui 6 gestionnaires pour 1000 personnes d'éducation nationale. La moyenne des administrations publiques en France, c'est 25 gestionnaires pour 1000. On est 4 fois moins administrés que le reste des autres ministères. Donc, pardonnez-moi, mais pour le coup, là-dessus, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utilement aller imputer. Et donc, pour répondre à la lumière de tout ça, à la question qui a été posée plus précisément sur la question des moratoires, je ne suis pas favorable à un moratoire. Et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que je ne vois pas comment je pourrais, depuis la rue de Grenelle, dire qu'on suspend tout partout. J'étais dans une intercommunalité de Charente il y a exactement une semaine. 49 communes, 18 000 habitants. En 6 ans, ils sont passés de 1100 élèves à 900. Ils m'ont dit, mais évidemment qu'on est obligé de fermer des classes ou des écoles en RPI. La vraie question, c'est pas de savoir si on ne doit pas ou pas les fermer. On est obligé, on a perdu 200 élèves en 6 ans. Mais ils m'ont dit tout aussi, en même temps, ils m'ont dit, mais nous, ce qu'on souhaite et ce qu'on est d'ailleurs en train de faire, ils avaient des idées extrêmement intéressantes, ils les mettaient en œuvre, c'est de repenser, et je fais écho à ce que disait le sénateur Max Brisson, l'offre pédagogique. Je préfère 1000 fois dire, bah écoutez, ici, on laisse un poste de plus que ce qui aurait peut-être dû disparaître en fonction démographique, etc., et on repense l'offre pédagogique, plutôt effectivement que de subir année après année, ou en réalité de pousser la neige et de reporter l'année suivante ou l'année suivante. Mais dans le fond, si on ne change pas l'offre pédagogique, c'est un peu une réflexion territoriale, on n'arrivera pas à prendre intelligemment cette vague de la démographie qu'on va subir terriblement au cours des prochaines années. Et donc je m'engage, et vraiment je m'y engage, à ce que tous les observatoires des dynamiques territoriales soient des lieux de réflexion et de conception avec les collectivités territoriales et en accord avec elles d'une offre pédagogique renouvelée et peut-être renforcée. Je vous remercie, monsieur le rapporteur. 3 tout petits éléments en complément de la réponse de Monsieur le ministre en ce qui concerne effectivement les chiffres de baisse de nombre de professeurs. Si on s'en tenait à une application mécanique proportionnelle, on aurait dû baisser cette année de 9 400 postes. Finalement, il y a une proposition ministérielle de 4 000, donc in medio stat virtus. Ce choix plutôt mesuré me semble tout à fait positif. L'an dernier, n'oubliez pas que malgré les 110 000 élèves de moins, il y a eu 0 suppression de postes. Deuxième chose, concernant l'administration. Le ministre a répondu de façon très précise. Monsieur Zian a eu la gentillesse de citer un de mes rapports. J'en avais fait un justement sur l'administration. Et aujourd'hui, dans l'administration, il y a 55 000 personnes. Et effectivement, il faut dire que l'éducation nationale, ça peut paraître étonnant à monsieur Billac et à monsieur Folliot, elle est sous-administrée. Elle est sous-administrée. Troisième et dernière chose, oui, Stéphane Sautarel a raison, il faut anticiper, Max Brisson l'a dit aussi, le moratoire est difficile à mettre en place. Par contre, ce qui est facile à mettre en place, monsieur le ministre, et ça dépend de vous, des directives que vous allez donner à vos DAZEN, une diplomatie académique est possible. Et quand, effectivement, au mois de décembre, on annonce à des élus qui vont avoir une fermeture, c'est totalement inacceptable, d'autant plus que dans énormément de départements, ça ne se passe pas comme ça.
Donc, je pense que vous pouvez donner à vos recteurs et aux inspecteurs d'académie des directives permettant d'agir avec beaucoup plus de modération et de prendre des décisions qui ne soient pas aussi précoces et qui peuvent être parfois très inappropriées. Bien, donc, pour chacun de ces amendements, je suis saisie d'une demande de scrutin public. Donc, je rappelle le 455 avec un double avis défavorable, le scrutin public demandé par le groupe LR. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Nous avons 342 votants, exprimés 342, pour 137, contre 205. Il n'est pas adopté. Peut-on considérer que le vote est le même pour les 3 amendements qui suivent? Oui. Donc on va s'éviter 3 scrutins publics et je vous remercie. Donc le 859, le 621 et le 620 sont rejetés. Maintenant, nous avons l'amendement 14 de la Commission des finances, monsieur le rapporteur. Oui, il s'agit d'une minoration des crédits alloués au CNED, Centre national d'enseignement à distance. C'est une minoration de l'ordre de 15 millions d'euros. Pourquoi? Parce que en fin 2025, les fonds de roulement de cette instance étaient relativement confortables et notre recherche d'économie nous a amené à proposer cette mesure. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Alors, le CNED, vous le savez, a un rôle important pour l'enseignement à distance. Il génère 61% de son financement aujourd'hui dans le cadre de ses recettes, en fait, de recettes commerciales. Le montant de la trésorerie devrait être, le 31 décembre 2026, de 23 millions d'euros. Et donc, je ne vous cache pas que, même si, j'allais dire, facialement, on peut se dire que 15, ça passe, en réalité, ça voudrait dire qu'il resterait moins d'1 mois de fonctionnement en termes de fonds de roulement pour un établissement, ce qui risquerait de le placer en fragilité. Donc, je suis défavorable. Je vous remercie, Madame Olivier. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous voterons contre cet amendement et je voulais vous donner quelques éléments en tant que sénatrice représentant les Français de l'étranger, d'actions que mène le CNED et qui sont absolument essentielles. Lorsque l'on ferme des établissements dans des situations de crise à l'étranger, eh ben, c'est souvent le CNED qui prend les relais. Quand des parents sur place, je pense à la fermeture d'établissements en Azerbaïdjan, en Iran, au Niger. Quand les parents, les enfants sont démunis, eh bien en fait, c'est le CNED qui prend le relais. Mais ce n'est pas seulement une question de crise géopolitique. On a aussi des situations, en France comme à l'étranger, on a parlé de santé mentale, de harcèlement, qui sont aujourd'hui très présents dans le milieu scolaire. Eh bien, le CNED permet aussi de répondre à des enfants qui ne peuvent plus aller à l'école pour différentes raisons. Et c'est ce que permet le CNED. Et personnellement, j'ai rencontré à l'étranger des personnes qui, par exemple, ne pouvaient plus aller à l'école pour des raisons de harcèlement scolaire. Il faut conclure, chers collègues. Et qui, par le CNED, pouvaient continuer leur éducation. Il faut conclure. Voilà. Madame Brossel. Monsieur Ziane, mais après Madame Brossel. Ah non, finalement non. Donc Monsieur Ziane. Je me relève. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, moi je vous ai entendu sur les motivations vous amenant à proposer cette baisse de 15 millions d'euros pour le CNED, en évoquant le fait qu'il y aurait un fonds de roulement, une trésorerie de plus de 20 millions d'euros, 27 millions d'euros exactement. Mais la question qu'on se pose, on a eu la même problématique l'année dernière lorsque nous avons évoqué les trésoreries, les capitaux cachés dans les universités. En général, ces fonds de roulement, ils ne sont pas là juste pour être thésaurisés, mais ils sont fléchés sur des projets, sur des enjeux qui ne se verront dépensés que dans les années N+1, N+2 et N+3, parce qu'il s'agit justement de préparer des appels d'offres parfois ou des investissements. Moi, je voudrais savoir, pour que nous puissions voter en conscience, comprendre si vous savez à quoi recouvre ce fonds de roulement ou si vous avez souhaité une coupe sèche et nette. Madame Corbière-Damasio. Merci Madame la Présidente. Je ne souhaite pas rallonger les débats, juste dire que nous voterons contre cet amendement parce qu'il nous semble que le CNED reste une solution tout à fait viable et qu'il faut continuer de soutenir parce qu'on le sait,
Beaucoup d'enfants ne peuvent pas suivre leur scolarité en établissement et ils doivent pouvoir s'appuyer sur le CNED. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas être accueillis à l'école en raison pour des raisons de santé, pour des raisons de pathologie graves et durables, et les parents ne peuvent pas s'improviser professeurs à la maison. Le CNED est un outil indispensable et on ne peut pas leur retirer cela. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Pardonnez-moi, en deux mots, sur le CNED, vous avez vu qu'on ne retirait pas d'emplois. Aucun doute sur l'intérêt et l'importance du CNED. En termes de fonds de roulement, en fait, tout établissement public a un fonds de roulement qui correspond tout simplement à l'engagement de ses dépenses, j'allais dire quasiment en mode glissant. Et d'où le fait qu'effectivement, enfin, en tout cas, moi, je pense que là, on serait probablement en fragilité si on réduisait à moins d'un mois. Le standard prudentiel, c'est entre 1 et 2 mois pour un établissement public. Je vous remercie. Je vais mettre aux voix l'amendement 14 de la commission avec un avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Eh bien, il est adopté, il me semble. Oui. Adopté. L'amendement 13 de la commission. Monsieur le rapporteur, nous vous écoutons. Il s'agit de minorer les crédits attribués à un opérateur. Alors cet opérateur, c'est le Canopé, qui est un cas différent du CNED, parce que le CNED, il a le monopole de son action, effectivement, qui est tout à fait remarquable. Le Canopé, lui, peut parfois doublonner avec ce qu'on appelle les écoles académiques de formation continue. Le Canopé, qui est l'ex-CRDP ou CNDP, fait sur le territoire un travail tout à fait remarquable, avec beaucoup d'enseignants. Néanmoins, il nous semble possible, le gouvernement avait déjà prévu une légère baisse des crédits, de l'ordre de 10%, il me semble. Bon, nous allons un petit peu plus loin, voilà, dans la volonté de faire des économies. Et j'insiste, dans notre volonté d'éviter les doublons et l'agencification, il me semble que c'est une bonne mesure. Monsieur le rapporteur, nous sommes en discussion commune, donc vous pouvez présenter le 15. L'ONICEP, effectivement, vous connaissez tous l'ONICEP, qui est un vieil organisme permettant d'orienter, d'informer les élèves. Or, depuis 2018, cette compétence a été transférée aux régions. Et donc, là aussi, il y a un vrai problème de doublon. La Cour des comptes, alors c'est valable pour l'ONICEP, mais aussi c'est valable pour le Canopé, a suggéré en 2024, dans les deux cas, il y avait eu 2 rapports qui suggéraient effectivement d'optimiser le fonctionnement de ces 2 instances avec une réduction notamment de 17 postes dans le cadre de l'ONICEP, et nous allons dans le même sens avec l'amendement de la Commission. Je vous remercie. Le 631 qui le présente, Madame Brossel. Merci Madame la Présidente. Donc, nous l'aurons compris, les opérateurs sont dans le double viseur et du gouvernement et du rapporteur budgétaire, qui ont donc décidé, à l'instant, le Sénat vient d'affaiblir le CNED en baissant sa subvention, et là, il est donc proposé de fragiliser l'ONICEP et Canopé. Je vais m'arrêter un moment sur Canopé. Et je vais m'arrêter, non pas pour plaider en leur faveur, je l'ai déjà fait l'année dernière, juste pour nous alerter. Dans 10 jours, nous allons ici même débattre d'une proposition de loi de notre collègue Catherine Morin-Desailly sur la prévention des risques des réseaux sociaux vis-à-vis des adolescents. Et je suis sûre que nous allons arriver à tous voter cette proposition de loi. Et vous savez quel est le seul opérateur qui fait de l'éducation numérique? C'est Canopé. Et donc ce soir, nous baisserions les moyens de Canopé pour nous retrouver dans 10 jours à dire « Oh, c'est formidable, il va falloir les accompagner ». Alors écoutez, un peu de décence et un peu de rationalité. Je vous remercie. Le 808 qui le présente, Monsieur Pilfer. Merci Madame la Présidente. Le réseau Canopé assure une mission essentielle de formation continue des enseignants et d'accompagnement des pratiques pédagogiques, notamment dans le domaine du numérique éducatif. Ça vient d'être évoqué d'ailleurs. Dans son rapport d'octobre 2024, la Cour des comptes confirme la transformation profonde engagée par Canopé, passer d'un établissement d'édition à un acteur central de la formation continue numérique. La Cour observe également que l'établissement a réduit ses effectifs de plus de 270
ETP depuis 2015 et qu'il adapte désormais ses emplois à ses missions réorientées vers l'ingénierie pédagogique et le numérique éducatif. Sur le plan financier, si l'arrêt de l'activité d'édition a entraîné une forte baisse du chiffre d'affaires, les nouvelles missions relèvent pleinement du service public, ce qui justifie le maintien d'un financement reposant largement sur la subvention pour charges de service public. Le projet de budget prévoit toutefois une réduction de 100 équivalents temps plein au sein du réseau Canopé en 2026, soit près de 10% de ses effectifs. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie. Le 969, Monsieur Buis. Merci Madame la Présidente. Cet amendement de mon collègue François Patriat propose de majorer de 3 millions d'euros les crédits alloués au réseau Canopé et de limiter à 35 les suppressions de postes prévues pour 2026. Le budget tel que présenté aujourd'hui ne permet pas à cet opérateur essentiel à continuer d'assurer ses missions de service public. Le réseau Canopé, présent dans chaque département de France hexagonale et d'outre-mer, est un acteur de proximité irremplaçable pour la formation et l'accompagnement des enseignants. Sa présence sur le terrain au plus près des établissements est un atout majeur pour soutenir la transformation pédagogique et l'élévation du niveau de nos élèves. C'est aussi un opérateur tourné vers l'international, au cœur de la diffusion du savoir-faire éducatif français et du rayonnement de nos valeurs à l'étranger, en lien avec nos ambassades et les grands organismes multilatéraux. Or, le PLF prévoit la suppression de 111 emplois pour Canopé, soit 10% de ses effectifs, ainsi qu'une diminution de crédits pouvant atteindre un quart de la subvention. Une telle concentration des réductions d'impôts fragiliserait gravement la capacité de cet opérateur implanté dans tous les départements à assurer des missions de service public. Cet amendement propose donc de redonner au réseau Canopé les moyens d'assurer ces missions. Je vous remercie. Je vais demander l'avis de la commission, monsieur le rapporteur, sur le 631, le 808 et le 969. Défavorable. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je ne vous cache pas que c'est peut-être mon côté un peu médian, mais je suis défavorable à l'ensemble des amendements qui ont été proposés dans un sens ou dans un autre. Pour deux raisons. D'abord, on a des opérateurs. Je vais commencer par Réseau Canopé. Réseau Canopé, c'est évidemment un opérateur important. Je rejoins ce qui a été notamment sur l'éducation numérique et par le numérique. C'est notre opérateur de formation continue en ligne, désormais, le plus fréquent. Mais précisément, il a basculé vers une logique d'opérateur de formation continue en ligne en très grande partie. Et donc, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublon avec les EAFC. Et c'est pour ça qu'on a proposé une réduction d'une centaine d'emplois. Ce qui représente effectivement un effort important, mais qui est un effort, j'allais dire, de transformation. Si, pour vous donner un ordre de grandeur, il nous reste 4,7 millions d'euros actuellement en trésorerie. Enfin, on projette au 31 décembre une trésorerie de 4,7 millions d'euros. Si on retire 20 millions d'euros, on se trouve simplement en rupture de trésorerie. C'est aussi simple que ça. Et je ne sais pas faire, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher de l'argent ailleurs dans les programmes pour combler un trou de trésorerie. Et très concrètement, si on arrive à une rupture de trésorerie, d'abord, dans l'immédiat, il faudra éponger. Ensuite, il faudra une restructuration, puisque ça concerne l'équivalent de 300 ETP si on supprime 20 millions d'euros. Et très concrètement, si on veut faire une restructuration, il faut des crédits de restructuration, puisqu'à ce moment-là, il y a des indemnités à verser aux agents qui sont amenés à évoluer en termes de carrière, etc. Donc ça nous coûtera in fine beaucoup plus cher que les 20 millions d'euros qu'on envisage en économie. Et donc je ne souscris pas. Et à l'inverse, je crois que cet établissement il est engagé dans un processus de transformation intéressant avec, comme je vous le disais, le risque de doublon, qui n'est pas qu'un risque, qui est une réalité parfois, avec le AFC. Et donc moi, je souhaite pouvoir piloter sur cette année une poursuite de transformation, j'allais dire, raisonnable et suffisamment sereine, d'abord pour absorber la baisse des ETP et ensuite pour penser l'avenir de l'opérateur de manière parfaitement articulée avec les obligations ou les intérêts que par ailleurs vous êtes amenés à voter dans le cadre des lois, notamment sur l'éducation aux écrans. Sur l'ONICEP, alors ma situation est finalement assez comparable puisque l'ONICEP, je crois qu'il me reste de mémoire, il doit rester actuellement 2 millions en trésorerie pour la fin d'année, 2,6 millions précisément au 31 décembre 2006. Et donc là aussi, si on a une baisse de 5 millions d'euros de crédit, tout simplement, on se retrouvera en trésorerie avec les mêmes effets, même si par ailleurs, dans le cadre d'autres travaux qu'on va avoir, et j'ai bien entendu ce qui avait été dit sur le rôle des régions d'information, l'articulation entre l'ONICEP et les régions mérite d'être, j'allais dire, toujours améliorée et actualisée. Dans ce cadre-là, on propose une baisse de 20 ETP. Honnêtement, plus, on se met en risque et je ne saurais pas le rembourser autrement qu'en allant chercher le même argent, mais ailleurs. Je vous remercie. Madame Olivier. Merci, Madame la Présidente.
sur le volet de l'éducation au numérique, de l'éducation aux médias, certains collègues en ont déjà parlé. Je voulais revenir sur 2 points concernant le réseau Canopé. D'abord, on l'a dit, la baisse qui était déjà prévue par le gouvernement, c'est 10% des effectifs. J'aimerais savoir, alors Monsieur le ministre, vous nous avez parlé du fonds de roulement, voilà. La baisse qui est prévue par Monsieur Paco, combien de personnel, à combien de personnel ça correspond? Si je comprends bien, 10%, c'était 111 équivalents temps plein, 300 personnes. Donc il y a en gros 1000 personnes qui travaillent à Canopé. Combien il en restera si l'amendement de Monsieur Paco est adopté? Et puis un deuxième point, c'est qu'en fait, Canopé est face à un effet ciseau. On leur dit, on élargit les missions, on leur dit vous allez aller chercher des financements privés, vous allez notamment sur le volet des enseignants francophones, par exemple à l'étranger, proposer des formations supplémentaires, mais avec moins de personnes. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent se projeter sur des nouvelles offres sans personnel pour justement effectuer cette transition? Merci, chers collègues. Madame Billon. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais peut-être revenir sur le réseau Canopé. Dans quelques jours, nous allons débattre ici même de la proposition de loi de notre collègue Catherine Morin-Desailly qui vise à protéger les enfants des écrans et des réseaux sociaux. Cette discussion, elle va avoir lieu. Elle nécessite forcément des moyens. Et donc, même s'il existe, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, des formations aujourd'hui qui sont accessibles pour les enseignants, on sait qu'elles ne répondent souvent pas aux besoins des enseignants. En réalité, seul le réseau Canopé propose cette agilité pour pouvoir proposer des modules nouveaux dédiés au numérique notamment. Donc, en réalité, aujourd'hui, les programmes de formation nationaux ou académiques ne proposent aucune formation sur ces sujets-là. Pour avoir travaillé avec la délégation aux droits des femmes sur l'industrie de la pornographie, on connaît tous les méfaits et tous les dangers. Donc, je pense qu'il faut absolument maintenir ce réseau Canopé. Ça sera tout, Madame la Présidente. Je vous remercie. Madame Darcos. Oui, sans prolonger les débats, sur Canopé, je souscris à tout ce que vient de dire ma collègue. Et pour avoir entendu en effet une audition avec Catherine Morin-Desailly, je pense qu'il est important de pouvoir maintenir ces crédits. Avec en effet le bémol, mais vous l'avez dit Monsieur le Ministre, il y a quand même beaucoup d'instances différentes et je pense qu'ils gagneraient en effet en clarification de leurs compétences parce que je l'avais dit à Canopé l'année dernière, c'est aussi pour ça peut-être que le rapporteur aux finances cherche à faire des économies, c'est que je pense que tout n'est pas forcément lisible. Donc notre groupe sera plutôt en effet à maintenir, à n'être ni dans un sens ni dans l'autre, mais à maintenir les crédits. Par contre l'ONICEP, moi, je serais en effet pour que ça n'existe plus, en tout cas que ça soit complètement refondé au niveau régional ou dans un autre organisme, parce qu'on manque cruellement d'orientation dès le collège. Et ça, Monsieur le Ministre, hein, on le voit parce que on va du coup, des enfants vont à l'échec en étant dans des voies différentes. Et donc, il faut absolument que l'ONICEP soit réformé. Monsieur Brisson. Finalement, mission après mission, la clarification, c'est pour demain, les économies, c'est pour demain. Et à chaque fois qu'on en propose, eh bien, il y a une bonne raison de les refuter. Moi, sur l'ONICEP, je cherche ce qu'ils font et je m'interroge sur ce qu'ils font. Quant à Canopé, c'est intéressant, parce qu'on avait une structure qui n'avait plus de raison d'être sur ce qu'elle faisait, et que finalement, donc, on lui a donné d'autres missions pour la maintenir. Mais est-ce qu'on pourrait défendre plutôt les politiques publiques que les organismes qui portent les politiques publiques? Parce que je l'entends mission après mission, il y a une volonté avant tout de défendre ceux qui font. Si la politique publique est toujours intéressante, peut-être qu'elle peut être faite différemment. Est-il nécessaire systématiquement de déléguer à des organismes extérieurs ce type de politique? Interrogeons-nous sur les politiques publiques avant de nous interroger et de défendre au morticus tous les organismes, parce que sinon, cette clarification et ces économies, on n'est pas prêt de les avoir. Je vous remercie, Madame Corbière-Naminzo. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit et que je partage sur le réseau Canopé. Simplement, je voulais vous alerter au sein de cette Assemblée sur le sujet de l'orientation. C'est vraiment un sujet vraiment central. L'ONICEP est un outil dont on peut dire qu'on peut juger
en positif ou en négatif, mais en tous les cas, c'est un outil qui existe. Actuellement, ce qu'on propose aux élèves en termes d'orientation, c'est d'aller sur un écran, Pronote, et de répondre à des quiz. Alors, tout à fait d'accord, d'accord, un peu d'accord, pas d'accord, je ne sais pas. Hein, vous aimeriez démarcher, convaincre de nouveaux clients, vous aimez faire vos comptes vous-même. Enfin bon, il faut être sérieux. On parle d'un volume horaire qui est considéré comme obligatoire dans l'emploi du temps des élèves. Moi, je vous parle, hein, j'ai Pronote là, un fils en seconde. Donc, toutes les semaines, il a son heure d'accompagnement choix d'orientation et toutes les semaines, il doit faire le même quiz sur Pronote. Donc, moi, je veux bien qu'on fasse évoluer au NICEP, qu'on ait de nouvelles réformes, etc. Mais en attendant, on passe à côté de l'orientation des enfants, des élèves qui sont en ce moment qui sont en cours et à qui on demande instamment pour la semaine prochaine de faire le choix d'orientation pour la première. Donc il faut être sérieux, on coupe dans le budget, d'accord, mais on est efficace surtout. Je vous remercie. Monsieur Stottarel. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Je vais revenir à la question que posait notre collègue Max Brisson. C'est quoi la première des politiques publiques? On est sur la mission enseignement scolaire. Donc, ça doit être l'enseignement, l'éducation. Et donc, ces débats sur l'ONICEP, sur le Canopé, moi, je vous propose de les régler très facilement en commençant par garder des enseignants devant élèves. C'est ça la priorité, Monsieur le Ministre. Je reviens à la question de tout à l'heure. Et on n'est pas sur, effectivement, une administration suradministrée. Je suis d'accord avec ce constat-là. Par contre, on est avec beaucoup de personnel pédagogique qui ne sont plus devant élèves. C'est ça le vrai problème de ce ministère. Et donc, moi, je préfère des enseignants devant élèves plutôt que à l'ONICEP, à Canopé ou je ne sais où. Et je reviens à ce que vous faisiez remarquer tout à l'heure. Je ne demande pas une généralisation du moratoire, mais le moratoire dans les zones FRR, c'était un engagement ministériel que je vous demande de respecter. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au vote. Donc, l'amendement 13 a un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Vous levez bien la main. Qui vote pour? Qui vote contre? Il est adopté, il me semble. Oui. On va recommencer. Je vous demande de bien lever la main. Il s'agit de l'amendement 13 avec avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 15, est-ce que le vote est le même? Non. Avis favorable de la Commission, défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Levez bien la main. Qui vote contre? Il est adopté. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces débats sur le projet de loi de finances 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site publicsénat.fr. Et puis on décrypte ce budget tous les jours sur Public Sénat. À très vite donc. Belle journée sur les chaînes parlementaires.